Bonjour Marc. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à Henri Yambollet, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et internautes. C'est un plaisir de vous retrouver chaque matin. Alors vous l'aurez compris, il lui fait face, il s'agit de Henri Yambollet, journaliste, analyste politique. Bonjour Henri, bienvenue, merci d'avoir accepté une fois encore mon invitation. Il me fait face, pas pour me contredire, mais pour craser. Non, ça peut arriver. Pour nous compléter. Pour vous compléter ou encore pour ne pas partager les mêmes points de vue, pourquoi pas. D'accord, mais on va partager donc les mêmes points de vue. Allez, bonjour Marc, bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver sur le plateau encore. Plaisir partagé en compagnie de nos amis téléspectateurs et internautes. Nous allons ouvrir cette rubrique par Dynamisme Info. Dynamisme Info qui parle de l'apaisement du climat politique. Une demande d'audience de l'opposition sur la table du président Patrice Talon. Henri, je démarre par vous. Il faut d'abord féliciter l'opposition qui fait un travail de veille citoyenne depuis un certain moment sur un certain nombre d'acquis démocratiques. Et pour l'opposition aujourd'hui, il faut arriver à sauvegarder ces acquis-là. Et pour l'opposition, depuis un certain moment, nous sommes en crise. Bon, à utiliser donc les thèmes qu'ils utilisent, nous sommes en crise. Et donc, il faut un dialogue politique continu et assidu pour apaiser le climat. Bon, tout part d'abord des élections de 2019 où il y a eu cette tentative de soulèvement de la population et pour l'opposition qui est rangée. Quand on parle de l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas forcément les démocrates, il y a d'autres partis donc, qui se réclament de cette catégorie donc, de politiciens. Et donc, pour eux, il faut aller parler avec le premier des mouvanciers. Il s'agit bien sûr de Patrice Talon. Donc, lui déposer une demande d'audience aujourd'hui, c'est pour qu'ils arrivent à aplaner les divergences, faire des compromissions, il faut le dire, parce qu'on est en politique. Et en politique, il n'y a que l'addition est de mise, mais également, il n'y a que les compromissions sont permises. Donc, demander une audience auprès du président Patrice Talon pour aplaner les divergences, comme je le disais, mais également pour comprendre un certain nombre de mesures prises par le gouvernement. Et l'autre aussi se fait entendre sur un certain nombre de doléances. Vous vous rappelez que lors de la dernière audience avec le président Boni Yayi, il avait fait le vœu donc, de faire sortir des jeunes qui étaient incarcérés pour avoir fait des cases, pour avoir été impliqués dans le soulèvement dont je faisais cas tout à l'heure. Donc, oui, l'opposition ira voir le président Patrice Talon pour parler de ces cas, mais également pour faire comprendre à Patrice Talon ce qu'elle entend par la politique aujourd'hui. Parce que pour l'opposition, vous comprenez que tout ce que fait Patrice Talon n'est pas sur la bonne ligne de la démocratie. Donc, on peut le faire. On peut leur concéder ça. C'est leur droit d'aller voir Patrice Talon. C'est leur droit d'aller voir Patrice Talon. Et vous croyez qu'ils pourront s'entendre? Mais non, ça dépend des sujets sur lesquels ils auront à échanger avec Patrice Talon. Si je prends le cas des prisonniers politiques qui, aujourd'hui, est un langage... Le cas des prisonniers politiques, la révision de du code électoral, le fichier électoral et également l'audit du fichier électoral. Ce sont les probables sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Oui, mais sur ces sujets-là... Mais pensez-vous qu'il pourrait y avoir un consensus? Bon, démarrons par... Continuons sujet par sujet. Si je prends la relecture du code électoral, déjà, vous entendez bien avec... dans les chapelles politiques de la mouvance, on estime que le code n'a jamais été mis en exécution. Donc, on ne peut pas estimer que le code n'est pas un bon code. Donc, il faut expérimenter ça donc, en 2026, pour les élections générales de 2026. Donc, sur ce coup-là, bon, ce n'est pas sûr que Patrice Talon leur donne une bonne réponse. Maintenant, sur l'audit du fichier électoral, là encore, il faut
pousser les analyses parce que le fichier électoral, à en croire l'UPR, il faut qu'on se trouve dans un délai pour dire qu'on a extrait le fichier électoral pour auditer. Mais moi j'ai parlé avec un politicien, un juriste qui a dit, non, au lieu de parler de fichier électoral, qu'il faut aller même auditer tout le fichier de l'état civil, parce qu'il y a des citoyens non béninois qui ont été enregistrés, il y a des citoyens qui sont décédés, donc il faut aller auditer tout le fichier, tout l'état civil pour voir qui est encore vivant, qui est béninois de souche, parce que c'est de ce fichier, de cet état civil-là qu'on va extraire le fichier électoral. Maintenant, parlant de l'autre sujet qui est, rappelez-moi ça. Le fichier électoral, oui, le code électoral, vous avez dit que ce n'est pas possible. Oui. Là, maintenant, c'est les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, oui. Le gouvernement a toujours estimé qu'il n'y a jamais de prisonniers politiques au Bénin. Et sur ce coup-là, je ne vois pas qu'on va, comment dire, brandir le nom de Ricard Madougou ou de Joël Ivor et Patrice Talon va fléchir. Bon, je me rappelle de cette analyse de Laurent qui disait que Patrice Talon devrait choisir un bon timing pour les faire sortir, pour rentrer dans l'histoire. Mais est-ce que politiquement c'est possible? Bon, encore que si on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le procès Olivier Boucault et Ozonweki, on va en revenir. Ce n'est pas sûr qu'on arrive à débattre du fond de ce dossier-là. Mais pour les jeunes qui sont impliqués dans les soulèvements, dans les situations de casse où ils ont été impliqués dans l'histoire de 5 ans, c'est 5 ans, on peut voir dans quelle mesure les faire sortir parce qu'il y a eu d'autres qui ont été déjà libérés. Donc forcément, sur ce sujet-là, Patrice Talon a une position adoptée, a une posture adoptée politiquement d'abord, et de l'autre côté, voir dans quelle mesure sortir par la grande place. Donc, forcément, pour l'opposition, ces sujets-là vont revenir, mais déjà, on connaît déjà la position de Patrice Talon par rapport à ces sujets-là. Voilà. On croit Henri Yambodè, c'est de vaines tentations, tractations qui se tentent là à travers cette demande, cette rencontre demandée par l'opposition. Est-ce que vous êtes d'avis, Marc Goudiano? Bon, je suis entièrement d'accord sur l'avis d'Henri sur la question. Je voudrais d'abord commencer en disant que j'ai de forts doutes que cette demande d'audience soit accordée d'abord. Parce qu'il faudrait que la demande d'audience aboutisse avant que le chef de l'État ne vienne à échanger avec eux sur un certain nombre de questions. Et lorsque je viens rapidement un peu en arrière, je me rends compte que, compte tenu des discours qu'a tenu le chef de l'État sur l'état de la nation, devant ceux qui représentaient le peuple, il a tenu un discours ferme, d'accord, par rapport à un certain nombre de questions liées à la crise politique que connaît le pays actuellement. Et donc, je pense que entre ce qu'il dit et ce qui se fait généralement, il y a un grand écart dans la mesure où déjà c'est lui qui instruit le ministre de la Justice pour qu'il puisse quand même conduire avec le cadre de concertation de l'opposition les travaux pouvant amener à une modification ou en tout cas à revoir, à voir s'il y a possibilité d'auditer le fichier. Et aujourd'hui, juste après ça, vous voyez le chef de l'État tenir un discours assez rugueux sur les conciliations ou le règlement des différents politiques qui existent, alors que l'on s'approche des grandes élections de 2026. Alors, si le chef de l'État, après avoir instruit son ministre pour pouvoir régler un certain nombre de questions liées à cette crise politique, et que lorsqu'il veut prononcer son discours, il tient également d'être propos comme ça, je pense que l'opposition doit déjà commencer par se mettre dans la tête que le combat ne sera pas assez facile pour eux, puisqu'ils ont en face, tel que un de mes confrères le dit, un animal politique très redouté, et qui, en la matière, ne va pas fléchir, et il a déjà monté le temps pour pouvoir le dire.
Donc, si l'opposition aujourd'hui est encore en train de rêver, est encore en train d'espérer que le chef de l'État va faire des concessions par rapport à un certain nombre de questions, je pense qu'ils sont en train de se leurrer. Le vrai combat pour eux ne se résulte pas à vouloir forcément, en tout cas, la bénédiction du chef de l'État sur un certain nombre de questions liées aux crises politiques, mais le vrai combat qui les attend, c'est sur le terrain politique, comment déjà préparer les différentes échéances électorales qui les attendent, comment mettre en place les stratégies nécessaires pour pouvoir essayer de pouvoir quand même avoir le maximum, que ce soit au niveau des législatives, au niveau des municipaux et également au niveau des élections municipales et également au niveau de la chaise présidentielle qui est tant convoitée aujourd'hui. Et donc, s'ils ne s'activent pas assez sur ces questions-là et pensent tout le temps aller discuter avec le chef de l'État, vouloir que peut-être que le code soit revu, vouloir un certain nombre de conditions d'abord avant de pouvoir participer au jeu politique, je pense qu'ils vont passer tout le temps à errer politiquement au lieu de se concentrer sur les vraies questions qui doivent les attendre. Les vraies questions sur lesquelles le peuple les attend, les vraies idéologies qu'ils doivent défendre en tant que parti de l'opposition. Moi, c'est quand même aberrant parfois de pouvoir écouter certains membres de l'opposition tenir un certain nombre de discours qui, je vois, qui, ma foi, ne montrent pas en réalité les grandes ambitions qu'ils sont en train de pouvoir faire, en tout cas, parvenir à la population en ce qui concerne, en tout cas, le changement de régime au niveau à 2026. Et donc, ça pose un véritable problème. Parce que je vous donne juste un exemple précis où, vous avez vu récemment, il y a eu la HAC qui a prononcé une décision, par exemple, qui a sanctionné certains organes de presse. Et également, ceux qui sont en ligne également. Moi, ça m'a paru bizarre qu'un membre de l'opposition, d'accord, puisse en même temps prendre son portable, faire un direct et dire que non, les libertés sont menacées, ainsi de suite, alors que la première action, normalement, c'est d'aller voir, d'aller bien lire la décision, pour voir les motifs qui sous-tendent cette décision, voir, c'est-à-dire, ils sont dans le sensationnel. Et c'est malheureusement ça, ils sont dans le sensationnel. Sinon, en réalité, en tant que grand leader politique, qu'est-ce qu'on attend de vous? C'est que vous menez des actions qui reflètent votre image. Et donc, quand vous vous mettez, c'est-à-dire que quand vous voulez forcément peindre en noir tout ce qui est fait et que vous vous mettez dans des démarches politiciennes sans pouvoir avoir un peu de recul par rapport à un certain nombre de choses, vous allez aller dans le décor. Et dans ce qu'on dit aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'audience, est-ce que demander l'audience au chef de l'État est réellement le combat qu'ils doivent mener? Est-ce qu'échanger avec le chef de l'État aujourd'hui, lorsque vous savez que celui que vous avez en face a été déjà très clair, il a été plusieurs fois, je ne sais même pas dans quelle langue le chef de l'État va leur faire comprendre en réalité, d'accord, sa position. Et donc, du coup, vous vous mettez, d'accord, dans une dynamique où vous savez qu'il n'y a pas d'issue pour vous. Et donc, s'il n'y a pas d'issue pour vous, ça sert à quoi alors? Peut-être que le chef de l'État doit parler la langue nationale, fort ou je ne sais pas. Honnêtement, je vous assure tout, ce n'est pas que je suis... on est en politique, on fait des analyses. Mais honnêtement, je vous assure, l'opposition qu'on a au Bénin, c'est une opposition qui déçoit énormément. C'est une opposition qui ne pèse pas en réalité la valeur de la charge qu'ils ont en réalité. Et qui n'ont pas, en réalité, qui ne mènent pas des manœuvres en réalité qui montrent qu'ils veulent réellement le changement ou bien qu'ils veulent changer les choses. Parce que si vous voulez vraiment changer les choses, ça passe déjà par les actes que vous posez et qui sont des actes très réfléchis, très posés, d'accord, qui montrent en réalité que, ceux-là, la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Mais vous ne pouvez pas aller compter, par exemple, que l'on ouvre, par exemple, les élections pour que ça ne soit pas seulement les partis politiques qui détiennent le monopole de pouvoir présenter un candidat, qu'on enlève le blocage des parrainages, par exemple. C'est des choses que vous ne pourrez jamais avoir. Parce que le chef de l'État l'a dit. Les réformes politiques ont été faites pour pouvoir changer un certain nombre de dynamiques. Et lorsque vous vous mettez dans la position de pouvoir supplier, de pouvoir demander à chaque fois, alors que la personne à qui vous demandez est déjà dans une posture rigide et qui vous a déjà fait comprendre 1001 fois que lui ne fera pas de concession et qu'il ne fera pas de marchandage politique, et donc cette audience, ça va servir à quoi?
Allons sur un autre sujet. Au-delà de l'audience, il y a le cadre de concertation de l'opposition qui appelle à la mobilisation. Ils appellent à quelle mobilisation? Pour le cadre de concertation, par exemple, ils ont associé les gens de la société civile, les acteurs religieux également, et d'autres acteurs à la chose, pour pouvoir quand même essayer de discuter, pour voir dans quelle mesure, par exemple, il peut y avoir un consensus autour de la chose. Donc, pour le moment, vous faites avec ce que vous avez. Vous voulez faire quel type de mobilisation encore en delà de ça? Mobilisation de la rue? Des marches? Est-ce que c'est permis? Ça ne sera jamais autorisé. Justement. Et donc, c'est quel type de mobilisation ils veulent faire encore? On a déjà vu, lorsque le cadre de concertation a commencé son travail, ils ont déjà commencé à discuter avec la société civile, avec les religieux, avec d'autres acteurs politiques. On a compris ceux qui étaient dans la même dynamique qu'eux. Ils ont compris ceux qui ne voulaient pas forcément. Et même si ceux qui ne voulaient pas ne l'ont pas dit de façon ouverte parce qu'ils disent que ce qui les gêne, ce n'est pas ça, c'est autre chose qui les gêne. C'est-à-dire qu'il faut quand même respecter les lois en ce qui concerne la modification et également au niveau de l'appellation du thème code électoral qu'il faut réviser et autres. Et donc, s'il en est ainsi, alors il faut penser à une autre dynamique. Est-ce que c'est la mobilisation qui va régler le problème actuellement? Je ne pense pas que c'est la mobilisation. Moi, je l'ai toujours dit. Pour pouvoir aller au niveau de l'audit du fichier électoral, bien de tout ce que l'on propose, comme l'a dit mon très cher Henri, par exemple, c'est-à-dire auditer le fichier d'état civil, par exemple, qui rencontre d'énormes problèmes et d'énormes irrégularités. Et on l'a constaté, même les citoyens lambda l'ont constaté. La preuve, il y a eu même plusieurs affaires judiciaires qui ont été, en tout cas, qui ont eu lieu à cause de ces, en tout cas, manigances ou certaines malversations au niveau du fichier électoral. Et donc, ça veut dire que le problème demeure et le problème est réel. Et certains nombres d'acteurs, que ce soit politique ou de la société civile, sont d'accord qu'il faut revoir l'intérieur pour toiletter la chose. Et le chef de l'État l'a déjà dit qu'ils vont mettre les moyens à leur disposition pour pouvoir le faire. Certains acteurs politiques sont prêts pour pouvoir le faire. Et donc, je dis, ils n'ont pas forcément besoin que les acteurs de la mouvance, je veux parler du BR ou de l'UPR, puissent leur donner totalement leur aval à 100% avant de pouvoir y aller. Non, pas forcément. Et je l'ai répété plusieurs fois. Ils n'ont pas forcément, c'est vrai qu'il y a un consensus qui doit être mené autour de la question. Mais si les autres refusent ou bien ne veulent pas collaborer en tant que tel, cela ne veut pas dire que le fichier ou d'état civil, par exemple, ne peut pas être audité. Non, parce qu'il faut qu'on mette des experts en la matière. Et donc, ils vont commettre des experts et les autres, ils ont la possibilité de faire une contre-expertise ou bien de pouvoir dire, OK, les experts que vous avez commis ne sont pas valables en ce qui concerne le fichier que vous voulez auditer et un certain nombre de questions qu'ils peuvent régler. Et donc, c'est pourquoi je dis forcément que sur les questions essentielles, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là en réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition peut faire concrètement, peut poser comme action aujourd'hui? Mis à part la mobilisation, mis à part la rencontre avec le chef de l'État, précisé, pour qu'il arrive plus comprendre. Mis à part la mobilisation, mis à part la rencontre avec le chef de l'État. Qu'est-ce que l'opposition peut aujourd'hui faire pour impacter? Mac a donné donc des astuces à cette opposition-là en disant tout à l'heure qu'on les attend donc sur le terrain. On les attend sur le terrain, pas avec le discours sur la relecture du code électoral, pas avec le discours sur le toilettage du fichier électoral, pas avec le discours sur les politiques, la politique sur comment faire pour sortir les exilés. Parce que, vous savez, ça a été le langage de campagne pour les démocrates. Mais aujourd'hui, vous savez, le bilan est là. Quels sont les exilés politiques ou bien les détenus politiques qui ont été sortis par le biais, par l'entremise des démocrates? Pas du tout. Il n'y a pas eu. Et donc, ce bilan est là et va rattraper donc les démocrates lors des campagnes prochaines. Donc, l'opposition aujourd'hui devait travailler déjà à prendre d'avance parce qu'on a affaire à un homme qui était dans l'antichambre, qui connaît comment est-ce que les hommes politiques fonctionnent au Bénin, qui a fait des hommes politiques, qui les finançait, qui était même le faiseur du roi, disons tout ça tout simplement. Aujourd'hui, il est à l'action. Et donc, dès qu'il est en action, il sait à quel niveau poser le pas pour faire tomber un homme politique. C'est ça la différence entre le Patrice Talon et l'opposition aujourd'hui. Parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui et qui se disent opposition, qui forment l'opposition à Patrice Talon, il les connaît tous. Il les connaît plus que le sous-vêtement même. Donc, Patrice Talon il a fait d'autres personnes. Donc, il connaît
comment les prendre, comment se prendre pour les descendre. Et donc l'opposition aujourd'hui, je crois que l'opposition aujourd'hui devait aller travailler sur le terrain, mobiliser, bien évidemment, au lieu de la mobilisation des forces vives pour aller parler des sujets d'intérêt comme le droit de l'homme. Donc, quel droit de l'homme? Quand on parle de tension politique au Bénin, il y a une tension politique au Bénin, allez ailleurs, allez dans d'autres pays, vous verrez qu'il y a plus de tension politique qu'au Bénin. Donc, aujourd'hui, travailler sur des questions qui relèvent de la souveraineté, sur des questions qui tiennent à cœur aux populations. Quand vous prenez par exemple la cherté de la vie, c'est une question qui tient à cœur aux populations. Mais quand vous parlez donc de fichier électoral, écoutez, fichier électoral, bon d'accord, bon, allons-y. Parce qu'au finish, la population iront voter, ils verront comment, ils vont choisir dans le lot de ceux-là qui seront positionnés. Mais vous, il faut que vous ayez un langage diplomatique, politiquement correct pour aller donc impacter ces citoyens-là. Au lieu de travailler à ce que on vous voit dans un combat, dans une bataille qui ne donnerait pas de résultat. Parce que le combat de relecture du code électoral, parce que pour eux, c'est qu'on va se retrouver à un parlement monocolore en 2026. Ben, si Patrice Talon a fait le vœu de quitter le pouvoir en 2026, il partira, il laissera donc le Parlement monocolore. Mais quand on se retrouve devant peut-être 2-3 militants, 4 militants, on dit la rupture a fini son temps en 2026. Comment vous le faites pour finir la rupture en 2026? Alors qu'aujourd'hui, la machine à broyer est là et est silencieuse. Je prends quand il prend l'UPR, quand il prend bien, qui chaque nuit, chaque soirée est tout le temps sur le terrain, et qui font des dîners dilatoires pour impacter la population, pour maintenir la mobilisation, vous restez là à parler de code. Donc déjà, non, disons-nous la vérité. Et si le président Patrice Talon surprenait tout le monde, accordait cette rencontre, acceptait ce rendez-vous? Justement, c'est ça. Attendez. Et va jusqu'à accepter la révision du code électoral, par exemple. Et on va faire le pari. Il ne va jamais accepter cette affaire-là. Carole a le même rêve que les opposants. Non. Je ne rêve pas. Je dis et si. Parce que c'est une éventualité. Dans ce cas-là, quelle lecture il faut faire? Parce qu'on est en train d'analyser sur ce plateau. Réponse a dit, je ne suis pas député. Ce sont les députés qui ont voté. Retournez au Parlement pour voir ce que vous allez faire. Et parce que d'abord, au niveau de la mouvance, il y a BR, il y a UP qui sont supérieurs en termes de nombre aux députés démocrates. Donc, déjà que la position de leur parti politique est déjà claire sur cette affaire-là, je ne pense pas qu'ils auront gain de cause. Parce que Patrice Talon ne va jamais accepter. Parce qu'il va dire, ce n'est pas à moi. C'est aux députés de voir s'ils peuvent faire la relecture du code électoral. Maintenant, si Patrice Talon veut rentrer encore dans l'histoire, dans les échanges, il va lui accorder l'audience. Et sur ces sujets, il va les débouter sur chaque sujet. Il va les débouter chaque sujet. Vous rappelez de cette audience avec les démocrates où ça a été filmé? Ouais. Oui, ça a été filmé. Et ils ont dit après qu'ils n'ont pas... Oui, non, d'accord. La question de Eric Rouleté pour dire, essayer de déposer un membre au niveau de la Cour constitutionnelle. Il dit, vous avez entendu ce que Eric a dit? Il m'a dit de tripatouiller. Donc, déjà, vous voyez un peu... Bon. En réalité, moi, il y a un autre aspect sur lequel je veux revenir. Est-ce que l'opposition, finalement, prend la mesure ou l'ampleur de la situation? Justement, c'est ça qu'on leur explique en réalité. Et ils ne veulent pas comprendre. On leur explique ça, ils ne veulent pas comprendre. Je vais vous donner un exemple. On a un enjeu électoral pour 2026. D'accord? Et c'est la quête du pouvoir. Et le problème de Dauphinat se pose même déjà au niveau des grands ensembles de la mouvance. D'accord? Où le chef de l'État est sur les nerfs concernant cette question. Où même des proches à lui se retrouvent aujourd'hui devant la justice concernant cette même affaire. Vous avez les preuves de ces affirmations, vous connaissez l'État. Attendez, Olivier Bokor, ce n'est pas un proche du chef de l'État? Promeki, ce n'était pas un proche du chef de l'État? Aujourd'hui, à Dambi qui se retrouve, ce n'était pas un proche du chef de l'État. Et donc, je dis, sur la question du Dauphinat, le chef de l'État a les nerfs à vif en ce qui concerne le Dauphinat. Et donc, même en ce qui concerne ses proches, et en ce qui concerne même les grands partis de la mouvance présidentielle. Le président est serein. Ça veut dire le président est serein, il n'a pas les nerfs. Non, ça veut dire que c'est une question qui lui tient énormément à cœur. Et vous, en tant que membre de l'opposition, c'est vous qui voulez faire face, d'accord,
à cet homme-là, puisque même s'il ne revient pas, il a deux grands partis qui sont de la mouvance. Et le Dauphinat, qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que le chef de l'État va vouloir proposer un candidat pour 2026. Et donc, ce candidat ira affronter le candidat de l'opposition. D'accord? Et dans ce même temps, vous voulez que celui-là vous laisse la tâche facile. Attends, les gens, ils rêvent quoi? Ils rêvent énormément. Non, soyons logiques. Dans la guerre politique, d'accord? C'est un rêve. Et donc, il faut qu'ils réfléchissent à comment faire, à comment mettre en place une stratégie. Tel que Henri l'a dit, pendant que les autres sont en train de faire des mobilisations depuis, pendant que les autres sont sur le terrain depuis, et ils travaillent, pendant ce temps, vous courez derrière quoi? Code électoral, rencontre avec le chef de l'État, mobilisation aussi. Attends, c'est ça vous voulez faire donner aux populations pour aller voter Nous allons pour poursuivre Fraternité, titre ce matin, comme la plupart des autres quotidiens ce matin. Procès Bokor Omeki, la bataille juridique s'intensifie. Les avocats de la défense expliquent les raisons de leur déconstitution, digitalisation des inscriptions. Bon, ça c'est une autre information. Alors, nous allons nous intéresser à cette information-là. Aujourd'hui, le procès va démarrer normalement à 9h, encore quelques minutes. Bon, espérons que dans le fauteuil de la défense, qu'on retrouve des avocats. Parce que hier, avec le communiqué publié par le Collège des avocats, on comprend aisément qu'il y a mal donne. Et je ne vais pas demander à Olivier Bokor et aux Omeki d'accepter que les avocats leur soient commis d'office, même si la loi leur permet ça. Parce qu'en réalité, quel temps disposerait cet avocat pour prendre connaissance du dossier? Et donc, on va le coller, puisque le ministère public est déjà impatient de prononcer sa sentence. Et donc, il faut déjà que Olivier Bokor et Oswald Omeki parlent avec le collège des avocats qu'ils reviennent à la charge pour les défendre, que la vérité éclate. Parce que là, vous savez, comme l'a dit Max, c'est le procès le plus attendu aujourd'hui de tous les procès qui sont en cours. C'est le procès le plus attendu. Et tous les regards sont tournés vers la criette pour entendre est-ce que réellement Olivier Bokor, est-ce que réellement Oswald Omeki ont tenté de déstabiliser Patrice Talon? Est-ce que réellement ils ont tenté de faire un coup d'État à Patrice Talon? Et donc, le fait que... Ils sont aussi accusés d'autres oui, crimes. mais c'est la première accusation qui a été évoquée. Et donc, pour les gens, il faut qu'avec ce procès, qu'on ait la vérité. Mais je comprends également les avocats qui sont aujourd'hui en train de jouer aussi sur un aspect juridique. Quand ce n'est pas un procès ordinaire et qu'on doit retrouver 5 personnes et qu'on retrouve 3, on se dit, mais écoutez, il y a que le vent, il faut qu'il y ait 5 personnes. Et donc, ils se sont tablés sur cette affaire-là pour se déconstituer. Mais l'autre chose que je voudrais soulever, c'est qu'il faut que Olivier Bokor et, comment on appelle, Oswald Omeki s'entendent pour faire ramener leur défense pour qu'on connaisse la vérité. Parce que s'ils se laissent faire, bon... Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Allez-y, Marc Koudjanou. C'est un procès qui cristallise l'attention de tout le monde, pas seulement des Béninois, mais même des observateurs internationaux et d'autres acteurs. Parce que, vous savez, Olivier Bokor n'est pas n'importe qui. Et c'est un grand opérateur économique. Oswald Omeki, qui fut ancien ministre du chef de l'État pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il se retrouve dans les mailles de la justice. Et avec quelle affaire en plus? Atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, c'est vrai qu'au début de cette affaire, honnêtement, ça n'a pas suscité l'attention que cela devait. Ça n'a pas suscité l'attention que cela devait. Mais le regard de la plupart des Béninois était tourné vers le procès en réalité. Pas au niveau de l'arrestation ou au niveau de l'affaire de tentative à la sûreté de l'État. Sinon, normalement, dans un pays, vous savez, hein, quand on parle
de tentative de coup d'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État, vous imaginez ce que ça donne comme tollé. Et aujourd'hui, le procès qui était tant attendu a commencé, et avec un certain nombre de problèmes où l'on parlerait d'instrumentalisation de la justice, où un certain nombre de conditions ne sont pas respectées. Et donc, cela crée en quelque sorte un blocage au niveau de l'appareil judiciaire, où, par exemple, les avocats n'arrivent pas à s'entendre avec les juges en charge de l'affaire. Et donc, j'espère que l'audience d'aujourd'hui va permettre d'évoluer, puisque l'ordre des avocats a dit qu'ils ne peuvent plus commettre des avocats d'office parce que l'État leur doit, et donc depuis 2020, et qu'ils ont déjà mis fin à cela. Et donc, c'est forcément les deux mises en cause qui vont encore constituer un collège d'avocats, et peut-être, pourquoi pas, peut-être toujours les mêmes en tant qu'ils vont encore revenir pour pouvoir défendre, parce que c'est eux qui connaissent mieux l'affaire. Mais déjà que on voit déjà en ce procès, un procès sans issue, d'accord? Puisque même l'ADA, comme l'ADA a dit, même les avocats d'Olivier Bokor et d'André Menki, et donc, on ne s'attend pas à grande chose, hein, on ne s'attend pas à grande chose. Et moi, je voulais même dire, hein, bon, je ne sais pas pour tous les autres, mais en tout cas, c'est un procès qui, moi, ne m'intéresse pas de façon très particulière. Moi, je veux juste voir l'issue. De façon particulière? Oui, de façon particulière. Moi, je veux juste voir l'issue pour pouvoir interpréter à ma façon, pour pouvoir voir à quel moment, par exemple, on peut aller, même la politique peut nous amener à aller à l'extrême, à pouvoir voir de quelle façon tout simplement des leçons de vie. Exactement, des leçons de vie de cette affaire. L'amitié. Sinon, mis à part ça, là, ça ne m'intéresse pas, c'est entre eux. C'est des loups qui se mangent voilà, entre eux. C'était des anciens amis et ils étaient tout le temps ensemble. Donc aujourd'hui, s'ils se retrouvent, on a eu d'autres personnes qui sont confrontées à la justice, qui ont été même déjà condamnées, d'accord, à plusieurs années. Il y a beaucoup qui sont en exil par rapport à un certain nombre de questions qui ne sont pas même assez graves que les questions, que l'accusation qui les concerne aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un problème entre eux. Ils vont régler ça. Hein. Nous, on est là, en tant qu'observateurs, simplement. Ils vont régler ça entre eux. Ça ne m'intéresse pas. Non, c'est ce que j'exprime là. Ce que j'exprime, c'est ce que la plupart des Béninois expriment. Oui, ce que vous exprimez, c'est le ressenti de la majorité des Béninois. Je suis parfaitement d'accord. Il y a d'autres qui attendent également voir l'issue de cette affaire-là. Effectivement, pour voir la partialité de la justice béninoise. Voilà. Parce que ce n'est pas un citoyen ordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, notre justice est vraiment libre? Parce qu'il se pose également cette interrogation. Et puis les avocats d'Olivier Bokor et d'André Menki l'ont dit. C'est-à-dire qu'ils se mettent déjà dans la posture qu'en regardant ceux qui étaient même alignés le jour du procès, il y avait déjà des doutes par rapport, je ne veux pas nommer, même avant le jour du procès, les avocats étaient déjà sortis. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a déjà cette crainte-là où on se dit que, quel qu'en soit l'argumentaire qui serait servi, quel qu'en soit, en tout cas, la défense qui serait mise en place, leur sort est déjà scellé. Donc nous, on est là, on attend, on veut voir la fin, quoi. On veut voir comment ça va se finir. Si c'est 10 ou 20 voilà, on verra. Bon, ce matin, Marc nous fait marrer sur ce plateau, il banalise les sujets. Nous allons quand même poursuivre. Il y a l'événement du jour qui parle de l'organisation du travail pénitentiaire au Bénin. Le gouvernement qui définit désormais les conditions d'accès et les types d'activités à exercer. Marc Gudjan. Oui, je pense que ce n'est pas une première. Hein. Ce n'est pas une première que l'on puisse organiser, par exemple, le travail pénitentiaire. Pas forcément, quand je dis que ce n'est pas une première, je ne veux même pas parler du cas du Bénin. Ailleurs, ça se fait. Je me rappelais en temps quand même des prisonniers chinois ont été envoyés ici pour pouvoir travailler sur nos chantiers. Et donc, en réalité, le fait que la personne aille en prison ne fait pas forcément de lui un indésirable totalement pour la société. Il peut être réutilisé. D'accord? C'est pourquoi même dans des pays développés, par exemple, on parle de la réinsertion. Ou parfois même pour des peines, on ne veut pas vous garder.
d'accord, en prison. Il y a même des bracelets, par exemple, qu'on utilise pour pouvoir limiter vos déplacements, pour pouvoir vous permettre, par exemple, d'apporter de la valeur ajoutée encore à votre pays. Et donc, si aujourd'hui, le chef de l'État a pu quand même être convaincu par rapport à cela et a dit qu'il faut quand même réorganiser cela, je pense que c'est très bien. Il faut le faire dans les règles de l'art, en respectant les droits humains. Parce qu'il faut dire qu'il faut respecter un certain nombre de conditions liées aux droits humains en ce qui concerne l'utilisation de ces prisonniers-là pour un certain nombre de travail. Et puis, il y a beaucoup de prisonniers, par exemple, qui sont désœuvrés, qui n'ont rien appris. D'accord? Et lorsqu'on parle, je veux même m'appesantir sur la question de la cybercriminalité, où la plupart de ces jeunes qui ont été emprisonnés, il y en a même, on a constaté qu'avec le temps, qu'il y en a même qui sont en prison, mais qui continuent de pouvoir opérer. Et il y a certains forces de l'ordre qui ont été arrêtés par rapport à cette situation à cause de leur complicité. Et donc, ça pose un réel problème de réadaptation ou de réinsertion, où ces cybercriminels on devait quand même les aider à changer de métier. Et si vous ne leur proposez pas une alternative, est-ce qu'ils sont en prison et que c'est la seule chose qu'ils savent faire, ça veut dire que même si vous les gardez en prison pendant 20 ans, pendant 10 ans, s'ils sortent, c'est la même chose, ils vont continuer à faire. Alors qu'il faut alors commencer par leur proposer une alternative, pour pouvoir leur proposer, ah, vous pouvez faire telle formation par exemple, vous pouvez faire telle chose. Et mieux encore, c'est qu'en faisant même la formation, et même en étant en prison, c'est qu'ils peuvent commencer déjà par gagner leur vie. C'est qu'ils peuvent commencer par être rémunérés. Il y en a qui gagnent leur vie et il y en a qui sortent et qui préfèrent même retourner en prison. Exactement, parce qu'ils vivent mieux. Oui, parce que c'est un monde d'affaires pour eux. Ils se sont tellement habitués qu'ils ont créé leur climat d'affaires au sein des prisons que sortis, ils se sentent un peu dépaysés à l'extérieur et qu'ils disent que... Mais néanmoins, il y a certains parmi eux qui ont cette soif de liberté-là et donc ils veulent quand même changer, qui veulent se réadapter. Moi, j'ai connu un monsieur qui avait un problème avec Padmeux en temps qu'il était en prison. Mais vous savez, les quelques rares fois où j'étais allé là-bas, je l'ai vu, il n'avait pas pris cette habitude, par exemple, de s'habituer à jouer aux instruments. C'est là-bas qu'il a appris à jouer aux instruments. Et il s'est adapté, il jouait de la guitare souvent. Et, vous savez, ils font les messes au niveau de la prison. Et puis, c'est lui qui est chargé au niveau de la chorale, par exemple, de jouer la guitare. Et c'est ça qui lui a permis d'apprendre ça. Et donc, ça lui a redonné une autre foi chrétienne. De telle sorte qu'il a commencé par réorienter sa vie. Ça l'a éduqué, exactement. Et donc, de la même façon, pour ceux qui, par exemple, n'ont pas d'activité ou n'ont rien appris comme métier, les braqueurs, les voleurs, ou en tout cas les prostituées parfois même. Et donc, ça peut être un moment de retrait qui puisse leur permettre de réfléchir à leur vie. Et lorsque l'État leur offre également cette opportunité, c'est bien de la saisir parce que ce n'est pas toujours bon d'avoir un certain nombre de prisonniers de façon pléthorique dans nos prisons, alors que ce sont des valeurs, ce sont des bras valides qu'on peut utiliser, dont la société a besoin. Lorsqu'ils sortent, ils pourront se mettre en valeur et être utiles pour la société. Voilà. Et comprendre qu'ils peuvent gagner leur vie aisément sans même vouloir aller à cette vie-là. Tout à fait. Non, Mamaka a bien fait donc de rappeler que il y a cette possibilité pour les prisonniers désormais de faire cette insertion professionnelle dans la vie dès qu'ils sortent. Je me rappelle de cette histoire de ce jeune homme-là qui est allé en prison, mais à qui on a appris à faire le panier avec le recyclage, avec les fils de ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui est sorti, qui a installé son atelier et désormais donc s'occupe de ça pour survivre. Et donc, je pense que c'est bien fait de la part du gouvernement de penser à prendre cette mesure-là, de décréter donc le travail pour que ceux qui sont envoyés en prison pour des raisons ou autres ne restent pas là-bas et qu'en sortant, ne puissent rien faire. Oui, il a évoqué le cas des cybercriminels qui sont envoyés là-bas. Il y a des jeunes qui n'ont rien appris comme métier et qui vont faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Ils vont sortir. Dès qu'ils sortent, ils vont devenir quoi? C'est qu'ils seront oisifs, parce qu'ils sont oisifs en prison. Ils vont devenir quoi? Donc, c'est tout un retard dans leur vie qui serait constaté. Mais avec ce décret-là qui est pris là, certainement en sortant, ils sortiront avec un background, un diplôme
et vont continuer à s'insérer dans la vie professionnelle avec ce métier-là. Et je pense que le gouvernement a besoin, donc a droit de prendre ce décret-là pour permettre aux jeunes, parce que le chômage aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le rang donc, de ceux qui sortent des universités, mais on doit faire une demande aussi au gouvernement que ce soit bien organisé. La mise en application, le suivi soit bien organisé pour qu'on ait des résultats probants, édifiants, qui puissent permettre aux gens de dire attention, la prison, ce n'est pas le cimetière. Mais quand vous commettez un acte, que vous allez là-bas, que vous sortez tout de même avec un diplôme. Oui, il a parlé des Chinois. Les Chinois qui étaient envoyés sur le terrain parce que c'est des gens qui ont, soit des étudiants en génie civil, des étudiants dans d'autres secteurs. Et on a compris que oui, en prison, ils vont rester oisifs, ils vont perdre peut-être la main. Il faut aller à ce niveau-là, il faut les déployer sur le terrain pour qu'ils aillent travailler sur un terrain lointain. Et dès qu'ils finissent le travail, ils se retournent et bien, ils gagnent aussi leur vie en même temps en faisant le travail. Ailleurs, pour ce que c'est ailleurs, on parle de travail forcé. Et donc, on vous dépose dans les champs et vous travaillez sérieusement et la production est vendue et donc tout le reste. De toutes les façons, je pense que le gouvernement a bien fait de ramener cet aspect-là de la chose dans la vie carcérale pour permettre à nos frères, à nos sœurs qui sont incarcérés de ne pas rester oisifs et juste à la sortie de leur peine, de commencer par faire quelque chose pour gagner leur vie. Parce que c'est en restant les bras croisés que la tentation encore reprend. Parce que ceux qui volent les poulets, les moutons, ce n'est pas parce qu'ils ont envie forcément de le faire. Parce que tout simplement, à un moment donné, quand vous les prenez, parce que je n'ai rien à manger. Donc, il faut trouver de quoi survivre. Donc, je me permets de prendre le poulet de quelqu'un pour aller vendre. Mais dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il sait faire, par exemple, des sandalettes, la couture, la coiffure et tout le reste. Aujourd'hui, il y a des centres qui sont spécialisés dans l'art, dans les métiers, dans la couture, le stylisme et tout le reste. Donc, ils vont apprendre quelque chose et sortir et s'occuper. Et donc, dès qu'ils sont occupés, ils ne vont plus tenter de faire autre chose. Maintenant, Marc parlait donc de nos sœurs qui ont choisi la vie facile, tout simplement. Je veux parler donc de prostituées. Mais bon, est-ce que ça là... ça ramène également à la prison. Oui, oui. Est-ce que l'envie va rester là? L'envie. En fait, vous n'êtes pas sérieux ce matin. Vous n'êtes pas du tout sérieux sur ce plateau ce matin. Je voulais ramener que... Merci Henri. Dans cette même disposition, je pense que l'État également doit penser à la réduction des peines. À la réduction des peines. Oui, parce qu'ailleurs, ça se fait. Ça se fait, la réduction des peines, c'est possible. Il faut que l'État pense à ça. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques ont prouvé que nos prisons sont surpeuplées. Et donc, il faut trouver des dispositions quand même. Lorsque l'on n'arrive pas à construire assez de prisons, il faut trouver des dispositions, par exemple, pour diminuer le nombre de prisonniers. Et la réduction des peines va dans la droite ligne que les formations qui sont offertes aujourd'hui aux prisonniers. Parce que si le prisonnier arrive à se réadapter, arrive à avoir un bon comportement, et déjà même dans son cursus carcéral, on comprend que c'est quelqu'un qui a changé. D'accord? On peut lui donner cette chance en mettant en place un dispositif d'observation pendant un temps. Ou même quand il est libéré, il doit rester sous observation pendant un certain nombre de temps pour voir... L'après-peine. C'est ça. Oui, ailleurs, ça se fait. Donc, tous les sous qu'on met dans la construction des prisons, qu'on met peut-être dans la nourriture des prisonniers, dans tout le système pénitentiaire, il faut quand même réadapter cela. Il faut moderniser les choses aujourd'hui. Comme ça se fait ailleurs, on peut le faire également. Et donc, en pensant à cette réadaptation des prisonniers, il faut penser également à cette question de réduction de peine des prisonniers, mis à part la grâce présidentielle, bien sûr. Merci à vous, Marc Goudianou. Merci, Henri Yopodé. Vous restez avec moi sur ce plateau.